Bonjour, je souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui est la version audio de mon article Mon chemin vers les énergies. Donc je vais ici vous parler d'énergétique et la raison pour laquelle j'ai fait cet article et la raison pour laquelle je tourne à présent cette vidéo. C'est avant tout pour moi, c'est parce que donc je suis sensible aux énergies depuis toujours, même si pendant longtemps je ne l'ai pas su. Et que pendant très longtemps je ne l'ai pas assumé, c'est-à-dire que d'une part j'assumais pas le fait de ressentir les énergies et d'autre part, même quand plus tard j'ai commencé à travailler avec l'énergétique pour en fait canaliser mes ressentis, je l'ai pas assumé devant les autres gens, ce qui faisait que j'en parlais jamais, que je faisais semblant de continuer à pas croire aux énergies alors qu'en fait j'étais en train de faire intérieurement le chemin complètement contraire. Et plus le temps a passé et plus disons que actuellement, à l'heure où je vous parle, l'énergétique, c'est tellement ce qui fait partie de ma vie, en fait, à chaque seconde, parce que les énergies sont là tout le temps, que le fait de ne pas en parler, ça a commencé à devenir un mensonge vis-à-vis du reste du monde, et ça, c'était plus possible pour moi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler. Comment je suis arrivée vers les énergies, c'est parce que quand j'avais 29 ou 30 ans, je sais plus, mais à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais hyper empathe. Donc hyper empathe, c'est en fait la capacité à ressentir physiquement les émotions des autres gens. Donc moi, je ne savais pas que j'étais hyper empathe, et comme je suis autiste et que je peux pas lire, que je peux pas en fait comprendre le langage non verbal, ça fait que quand les gens me verbalisaient pas qu'ils ressentaient une émotion, je ne pouvais pas savoir qu'ils ressentaient ça. Mais étant donné que je pompais leurs émotions, donc en gros, s'il y avait quelqu'un qui était en colère, qui se mettait près de moi, je devenais moi en colère. Et comme j'avais pas la conscience que cette personne était en colère parce que je ne comprends pas son langage non verbal, ça faisait que j'interprétais différemment. Donc par exemple, que je pensais dans le cas présent, et ça c'est souvent arrivé, ce que je vous décris, que je pensais en fait que cette personne m'énervait, du coup je me mettais en colère contre elle, et étant donné que c'était elle qui était énervée à la base, elle se mettait en colère aussi. Et ça a donné lieu à de grosses disputes et du coup, ça, c'est un genre de situation qui m'a posé, en fait, je me suis rendu compte après, mais ça m'a posé vraiment énormément de problèmes dans le passé. Et puis, quand j'ai pris conscience, en fait, du phénomène d'hyper-empathie, déjà, pour commencer, il y a beaucoup de mes croyances qui se sont effondrées parce que j'ai été élevée en fait par des parents hyper cartésiens qui m'ont élevée en me faisant croire que les énergies n'existaient pas, donc qui m'ont élevée en me disant les magnétiseurs, tout ça, c'est de la fumisterie, les gens qui vont les consulter, c'est des cinglés, donc déjà tout ça c'est pas très bon pour l'estime de soi quand on ressent les énergies. Mais surtout, ça, dans mon cas, étant donné que je ressentais les énergies depuis toujours, ça a impliqué, ça a induit en fait que je grandisse en fait dans la négation totale de mes propres ressentis, et ça c'est destructeur en fait de faire ça à un enfant, c'est juste complètement destructeur. Imaginez en fait que votre voisin soit sourd et que parce qu'il est sourd il vient vous prétendre que le son ça n'existe pas et que les gens qui entendent de la musique et qui prétendent créer de la musique, c'est tous des arnaqueurs. Ça n'a juste aucun sens, c'est tellement aberrant que je ne comprends plus à l'heure actuelle comment c'est possible en fait de faire ça à des gens. Donc vraiment je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des gens qui soient sourds ou qu'il y ait des gens qui ne ressentent pas les énergies, mais par pitié n'allez pas détruire des gens en leur faisant croire que leur propre ressenti n'existe pas. C'est tellement violent de faire ça, franchement vous vous rendez pas compte. Enfin bref. Donc dans mon cas, pour revenir au sujet de l'article, donc mon chemin vers les énergies, ça s'est fait en étapes. Donc en fait au début, quand j'ai pris conscience de ce phénomène d'hyperempathie, je me suis dit je fais quoi, je peux me protéger comment est-ce que je peux ne plus être impactée en fait par l'extérieur. Et j'étais sûre à l'époque que de tout absorber, c'était quelque chose d'irrémédiable, qu'on pouvait rien faire contre ça. Et en fait, tout ça c'était faux parce que la solution, elle était sous mon nez depuis le début, elle était dans l'énergétique. Mais parce qu'on m'avait fait croire que l'énergétique, c'était de l'arnaque, j'avais pas accès à la solution à mes problèmes. Donc, pour vous dire un peu le chimblique. Donc au début, j'ai passé beaucoup de temps à m'observer. En fait, ça c'est une étape qui m'a pris presque une année, c'est-à-dire que j'essayais en fait, dès que je ressentais une émotion, de détecter si c'était vraiment une émotion que je ressentais ou si c'était une émotion qui était ressentie par une personne qui était physiquement proche de moi. Et pour ça, donc pour travailler sur ça, j'ai passé du temps avec des gens à qui je demandais régulièrement est-ce que je peux te demander maintenant comment tu te sens, et puis je vérifiais comment moi je me sentais. Et parfois j'ai été jusqu'à dire est-ce que je peux te demander à partir de quel moment de la conversation tu as commencé à te sentir comme ça. Et après j'essayais de déterminer si moi mes sensations avaient commencé à changer au même moment en fait. Et quand c'était le cas, je savais que c'était mon hyper empathie qui avait fait des siennes. Et petit à petit, donc à force de faire ça, au bout d'environ un an, j'ai réussi à distinguer de façon fiable, dans la majorité des cas, quand je ressentais une émotion et quand ce n'était pas mon émotion.
Donc à l'époque, j'ai aussi testé donc, géographiquement jusqu'où mes perceptions s'étendaient. Donc à l'époque, c'était environ 2 mètres. Donc on m'a posé la question une fois de comment est-ce que j'ai fait pour réussir à déterminer ça. Ben, il suffit de trouver une source émettrice, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de ressentir une émotion, par exemple un enfant qui fait une crise, et puis après ben, c'est comme une odeur, c'est-à-dire que vous vous rapprochez, vous éloignez, dans le cadre d'une odeur par exemple, vous vous éloignez jusqu'au moment où ça arrête de puer. Ben, dans le cas des énergies, ben, dans le cas de l'émotionnel, ben, en l'occurrence je prenais de la distance jusqu'au moment où je ne ressentais plus en fait l'émotion. Et donc j'ai fait beaucoup d'expérimentations de ce genre au début, d'essayer de distinguer s'il y a beaucoup de personnes aussi qui ressentent la même chose, je ressens plus. Après, mes sensations ne sont pas non plus 100% fiables et elles ne sont pas non plus 100% constantes. Si par exemple je me sens moins bien un jour, ben, ça peut ne moins bien marcher parce que moi-même je me sens moins bien. Après, ça c'est pas différent de la vue ou de l'ouïe. Ben, par exemple, moi je suis myope et le soir je vois flou plus que le matin, simplement parce que je suis plus fatiguée. Et après, ben, mon ressenti au niveau de l'émotionnel, de l'hyper-empathie, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me sens moins bien que d'autres. Et quand je me sens moins bien que d'autres, ben, je peux ressentir moins les énergies. Ça veut pas dire que le sens n'existe pas ou n'est pas fiable. Ça veut juste dire que je suis moins en forme, c'est tout. Ensuite. Plus ou moins en même temps, à l'époque, je consultais une coach de vie et cette coach de vie, elle était assez ouverte donc, aux thérapies subtiles. Et puis petit à petit, ben, à l'époque, en fait, j'avais souvent des crises d'angoisse ou des pics de déprime qui étaient complètement inattendus. Et pour juguler un peu tout ça dans les cas d'urgence, parce que j'étais globalement dans un mal-être à ce moment-là, pour juguler les moments, enfin pour canaliser en fait les moments où je me sentais un peu moins bien, elle m'a encouragée à me tester différentes techniques en me disant bon bah si ça marche tant mieux, si ça marche pas on change. Donc c'est avec elle en fait que j'ai testé petit à petit ben, tout ce qui était de l'ordre des huiles essentielles dont j'ai fait un article que j'ai gardé au point que maintenant je me soigne plus qu'avec ça. Elle m'a aussi elle m'a fait m'exercer aussi à des techniques de respiration, elle m'a fait découvrir la lithothérapie. Et puis, bah, c'est elle aussi qui m'a fait ma première expérience d'hypnose ericksonienne. Hein. Donc l'hypnose ericksonienne, donc c'est une technique qui permet de, donc ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle, ça pour moi, je dis pas que c'est de la fumisterie, mais en tout cas ça m'intéresse pas beaucoup. L'hypnose ericksonienne, c'est une technique qui permet de façon consciente d'accéder à son inconscient pour aller y changer directement des choses. Donc, en l'occurrence, avec elle, je voulais travailler sur une de mes croyances limitantes et puis en fait, je l'ai simplement dégagée et je l'ai remplacée par une croyance saine. Donc, évidemment, pour que ça marche, il faut faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire que si après, je m'amuse à refaire le processus à l'envers parce que j'ai envie de me prouver que l'hypnose, ça marche pas, ben évidemment, je vais y arriver. Mais à ce moment-là, ben, j'ai moi-même niqué tout le travail pour me... En fait, en cédant à une croyance limitante, j'aurais moi-même niqué tout le travail pour me prouver que j'avais raison et c'est stupide. Et moi, comme je voulais pas faire ça, ben, j'ai fait en sorte que je voulais que ça marche, donc j'ai fait en sorte que ça marche, je voulais croire que ça marche. Et du coup, ben, ça a très bien marché. Donc la croyance limitante sur laquelle j'ai travaillé à l'époque, ben, je ne l'ai plus à l'heure actuelle. Donc, avec elle, j'ai testé l'hypnose et comme ça a très bien marché, plus tard j'ai recommencé. Donc, j'ai beaucoup utilisé YouTube parce que sur YouTube, il y a beaucoup d'hypnose qui existe. Donc, de l'hypnose pour dormir, notamment de l'hypnose aussi pour augmenter sa confiance en soi ou ce genre de trucs. Donc, par la suite, j'ai souvent recommencé, surtout l'hypnose pour dormir en fait. Il y a nouveau un hélico. Je vais attendre un peu parce que là, c'est super fort. Donc j'ai souvent recommencé par la suite à faire de l'hypnose et puis donc il y a certaines hypnoses que je faisais très régulièrement, notamment celles pour dormir. Au bout d'un moment je les savais un peu par cœur et le fait que je les savais par cœur, ça a fait qu'au bout d'un moment j'ai arrêté de mettre la vidéo et puis je me répétais moi-même de tête tout ce que la vidéo disait en fait. Et puis en fait, avec le temps, à force de faire ça, j'ai arrêté de subvocaliser, j'ai gardé que les sensations. Et puis après, j'ai commencé aussi à faire mes propres voyages, c'est-à-dire que soit je subvocalisais moi-même, soit à un moment donné, à nouveau, j'ai complètement arrêté de subvocaliser, c'est-à-dire que je gardais plus en fait que les images et les sensations, enfin en gros que le résultat. Et ça a fait qu'au bout d'un moment, l'hypnose qui était devenue de l'auto-hypnose est petit à petit devenue de la méditation.
Et par méditation, ce que j'entends, c'est que la méditation telle que je la pratique, c'est de la méditation qui est axée sur le ressenti des énergies et sur la visualisation créatrice. Et ça, c'est très différent en fait de méditation comme par exemple la pleine conscience ou de juste observer sa respiration, ce genre de trucs qui sont des techniques qui sont probablement très bien mais qui ne me parlent pas du tout. Donc voilà. Et puis à un moment donné, j'ai été obligée d'apprendre la théorie de l'énergie parce qu'à force de méditer, il a fini par m'arriver des bricoles. Donc pour vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé, ça a été que tout d'abord, en fait, c'est pas quelque chose d'anormal, c'est-à-dire que quand on médite, au bout d'un moment, on devient en fait plus sensible au ressenti des énergies parce qu'en fait, quand on est complètement dans un lâcher-prise au niveau du mental et aussi au niveau corporel, je m'installe autrement. Donc voilà, quand on est complètement dans le lâcher prise au niveau du mental et au niveau corporel, ça fait qu'on commence à ressentir les énergies et ressentir les énergies, j'entends par là qu'on commence à les ressentir physiquement. Donc en l'occurrence, ce qui m'est arrivé, c'est que à des moments où j'étais dans des états de conscience modifiés, euh, j'ai commencé en fait à ressentir les courants énergétiques et les courants énergétiques en fait faisaient bouger mon corps. Donc ça souvent ça c'est genre le corps qui se penche vers l'avant ou vers l'arrière, ou c'est le corps qui fait des oscillations aussi. Et à un moment donné, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais la tête, le front et le sommet du crâne en fait qui était tiré vers l'arrière, mais que mon corps restait droit. Et ça a fait que mon dos se courbait. Et que parce que mon dos se courbait, en fait, ça me faisait mal. Physiquement, ça me faisait mal. Et je pouvais pas lutter. Enfin, le fait de redresser mon corps, en fait, de vouloir rester droite, étant donné que c'est comme essayer d'imaginer que vous êtes dans une rivière. Le fait de rester immobile dans une rivière, ça vous demande un effort parce que c'est lutter contre le courant. Et dans mon cas, donc le fait de lutter contre le courant énergétique, ça me demandait aussi un effort parce que mon corps, naturellement, il avait envie d'être tiré vers l'arrière, mais de le ramener droit, ça me demandait un effort. Et le fait de fournir cet effort, donc déjà, c'était fatigant. Et ensuite, ça me sortait de la méditation, donc c'était pas idéal. Et puis surtout, à un moment donné, j'ai simplement compris que si je continuais en fait à bricoler avec les énergies, sans connaître la théorie de l'énergétique, sans connaître les chakras et tout ça, ça allait commencer à devenir dangereux en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former sur les chakras. Donc me former, c'est un bien gros mot, mais j'entends par là que j'ai commencé à lire des livres sur les chakras. Donc je peux vous les réciter de tête. Déjà pour commencer, c'est quoi un chakra? Histoire de ne pas perdre trop de monde. Donc un chakra, en fait, c'est un nœud énergétique. Donc c'est un point du corps où l'énergie, en fait, elle fait des tourbillons. Donc ça, usuellement, c'est défini qu'il y en a 7 principaux qui sont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Et ces chakras sont répartis en fait, donc déjà ils sont verticaux quand ils sont droits on va dire, mais en vrai ça change tout le temps parce qu'on ne se sent pas tout le temps pareil. Donc, mais bref, en théorie ils sont au milieu du corps et ils sont répartis un peu, donc bref ils sont répartis de façon régulière on va dire, de bas en haut parce que c'est le bas qui est le numéro un et le septième donc c'est le chakra coronal, donc c'est celui qui est tout en haut. Donc chakra ça veut dire roue en sanskrit. Et visuellement, donc évidemment ça se voit pas, mais essayez d'imaginer un tube en fait où les énergies elles tournent. Donc le sens je crois peut tourner, changer, je sais plus selon le sexe ou selon le chakra lui-même. Bon, je connais pas non plus les détails, mais en gros les chakras tournent, ça fait un vortex d'énergie et après c'est comme un tube en fait qui s'étend devant soi et qui s'étend aussi derrière. Et dans un monde idéal, donc si la personne est parfaitement équilibrée, donc les chakras sont tous alignés verticalement et ils sont alignés aussi devant soi et ils sont alignés derrière soi et ils tournent bien comme il faut. Après en vrai, souvent les chakras sont un peu abîmés selon qu'on a ressenti, selon telle expérience de vie ou je sais pas, ou d'autres raisons. Et donc il peut y avoir des raisons pour lesquelles les chakras sont pas toujours en très bon état. Bon bref, ça c'est pour vous expliquer en gros ce que c'était un chakra. Et comme j'ai eu l'impression que ça commençait à devenir dangereux de commencer à bricoler avec l'énergétique sans savoir tout ça, et j'ai appris.
et que du coup aussi les techniques de base de la méditation, des méditations énergétiques qui sont par exemple le centrage, l'ancrage, l'enracinement, pour en citer quelques-unes, tout ça, ça se comprend beaucoup mieux dès qu'on ressent les énergies et dès qu'on a appris en fait à reconnaître ce que c'était et à quoi ça sert. Donc aussi à cette époque, j'ai consulté une thérapeute. Donc ça c'est à l'époque j'avais arrêté en fait de voir ma coach de vie parce qu'elle m'avait apporté en fait tout ce qu'elle avait à m'apporter. Et j'ai été voir quelqu'un d'autre à un moment donné qui m'a beaucoup apporté, qui était en fait une thérapeute psycho-énergéticienne. Donc psycho-énergétique signifiant qu'en fait elle utilisait des méthodes énergétiques pour soigner, enfin, pour améliorer mon équilibre psychologique, c'est-à-dire pour soigner des traumatismes ou des trucs. Bref, elle a utilisé des méthodes énergétiques en fait pour soigner mon psychisme. Et ça se faisait en fait, si vous voulez, toutes les 3 semaines, je recevais un soin énergétique. Et ensuite, je devais travailler pendant 3 semaines, souvent en répétant des mantras, pour maintenir en fait le soin qu'on avait fait. Et ça, c'est une thérapie qui m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. C'était parfois brutal parce que le soin énergétique, parfois, ça consistait vraiment à soigner un truc que normalement, avec une psychothérapie normale, ça aurait pris juste mais des mois ou des années à guérir. Et là, parfois, en quelques heures, boum, c'était fait. Et puis parfois, j'ai eu besoin de plusieurs jours ou parfois de plusieurs semaines pour retrouver un équilibre après le soin qu'on a fait, mais c'était très positif parce que ça m'a permis de me remettre très très vite en fait de problèmes graves en fait, pour dire les choses comme elles sont, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais bref, la raison pour laquelle j'en parle, c'est uniquement pour signaler qu'à cette époque, étant donné que j'avais eu toute cette série de soins énergétiques, en fait c'est normal aussi qu'à un moment donné j'ai appris à mieux ressentir d'une part, et aussi à mieux m'équilibrer d'autre part, hein. Donc voilà, donc petit à petit, que j'ai fait des ateliers, des stages, j'ai été suivre des cours, je me suis formée, j'ai lu des livres, j'ai continué à méditer beaucoup. J'ai aussi commencé le Qigong. Dans le Qigong, souvent c'est... Le prof il m'a dit souvent le Qigong c'est au bout de d'un certain temps de pratique qu'on commence à ressentir les énergies. Donc moi je suis venue au Qigong parce que je ressentais déjà les énergies en fait et que j'avais envie d'améliorer mon travail à ce niveau-là. Donc tout ça, enfin bref, j'ai oublié la raison pour laquelle j'ai commencé cette phrase, mais là où je voulais en venir, c'était que à l'heure actuelle, l'énergie, ça fait vraiment partie de tous les moments de ma vie quotidienne. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un réflexe tous les matins qui est de me scanner de bas en haut pour vérifier si tous mes chakras sont alignés. Donc ça arrive parfois qu'ils soient tout en bazar. Et quand ils sont en bazar, je réaligne ceux qui doivent être réalignés. Et ça me permet vraiment de me sentir bien parce que, croyez-le si vous voulez, mais si je me concentre sur moi-même et que en scannant mes chakras, je m'aperçois qu'il y en a un qui n'est pas droit et que je le remets droit, la sensation de bien-être que je ressens, elle est immédiate en fait. C'est vraiment un truc de fou que même moi je comprends pas toujours en fait, tellement c'est puissant. Après, il y a aussi des fois où j'y arrive moins bien, personnellement, donc la lithothérapie. Donc vous voyez, alors que ça c'est quelques cristaux que j'ai dans la main, je sais pas comment faire pour que vous les voyez bien. Donc je sais même pas pourquoi je vous les montre en fait, mais bref, pour le plaisir. Donc la lithothérapie en fait c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que les pierres ont énormément de... J'en parlerai peut-être une autre fois dans un autre article, mais les pierres c'est quelque chose qui, qui porte en fait des énergies très fortes, et parfois avec l'aide des pierres, ça peut m'aider à m'appuyer pour mieux réaligner mes chakras en fait. Aussi, je prends soin de mon lieu de vie, c'est-à-dire de mon appartement. Et que quand je sens que les énergies dans mon appartement elles deviennent lourdes et stagnantes, je fais en sorte de rehausser les énergies. Donc ça peut se faire simplement en aérant, ou alors si je m'aperçois que aérer ça suffit pas, je peux soit faire de la visualisation à un endroit à un autre, je peux aussi mettre des sons ou poser des pierres, ou alors une technique que j'aime bien aussi c'est la fumigation, donc c'est de brûler un truc, enfin de l'herbe ou de l'encens, et de mettre une intention en fait de rehausser les énergies, de nettoyer un petit peu. Et quand je fais ce travail là, tout de suite j'ai l'atmosphère de mon appartement qui s'allège, et ça me permet d'avoir un appartement dans lequel je me sens bien.
Ensuite, j'ai pris l'habitude de m'observer tout le temps. Donc, comme je l'ai dit, tous les matins, je scanne que mes chakras sont bien alignés, mais je vérifie en permanence comment je me sens. C'est-à-dire que c'est presque toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes environ que je check mon bien-être intérieur de haut en bas et que je me dis, ok, là c'est bon, c'est fait. Donc, ça me prend quelques secondes pour, en fait, si tout d'un coup j'ai un déséquilibre, pour ressentir tout de suite que j'ai ce déséquilibre. Et ça me permet de jamais, en fait, laisser le mal-être s'installer. Et c'est bien, en fait, parce que, en fait, si vous voulez, si je suis pas... C'est le fait de ne pas être consciente, en fait, de quand le mal-être commençait à venir, qui faisait qu'après, je me retrouvais régulièrement dans des états pas possibles. Alors que maintenant, le fait de régulièrement me demander est-ce que je vais bien, je check de bas en haut, de haut en bas, si tout va bien, ben ça fait que dès que je me dis ah tiens là j'ai l'impression que je vais pas bien, ben hop je rectifie et hop je me sens bien et du coup ben je n'ai plus de moments de mal-être, de moments où je sombre en fait. Donc toutes ces démarches en fait ça m'a permis d'acquérir un plus grand équilibre psychique, une plus grande stabilité psychique, plus de bien-être et plus de paix intérieure. Donc bien sûr j'ai toujours des variations d'humeur, donc je vis dans un monde qui est variant, qui est variable lui-même. Donc forcément, ben, moi aussi, je fluctue. C'est normal qu'il y ait des cycles. C'est normal que j'ai encore des moments où parfois je suis pas de très bonne humeur, que j'ai aussi des moments où parfois je perds mon ancrage ou mon enracinement. Et ben, tout ça c'est normal. Et puis quand je suis dans une mauvaise vibe, ben, soit je laisse passer, j'attends que ça remonte, soit dès que je sens un déséquilibre, ben, hop, je rectifie. Et ça me permet de me sentir globalement bien et d'être un peu tout le temps dans une espèce de constance qui me permet aussi de me sentir plus stable et plus en sécurité à l'intérieur de moi. Et ben, ça c'est très intéressant parce qu'il y a aussi un phénomène que j'ai remarqué en faisant ça, c'est que en fait, il y a encore 6 mois, bah, j'étais extrêmement sensible à la météo, donc au point que j'étais véritablement un baromètre vivant, dans le sens où je pouvais passer toute la journée enfermée dans une pièce sans fenêtre. Oui, parce que comme geek, fan de jeux de société, il y a des fois où ça m'est arrivé. Donc ça pouvait m'arriver de passer toute une journée dans une pièce sans fenêtre et puis de me sentir déprimée pendant juste 1 heure et puis plus tard en ressortant ben, je découvrais que cette 1 heure où je m'étais sentie déprimée ben, c'était juste l'heure où il avait plu. Et bref j'étais très sensible à la météo parce que dès qu'il y avait de la neige, dès qu'il y avait de la pluie, dès qu'il y avait plus de soleil, dès que la nuit tombait, j'entrais parfois dans des pics de déprime absolument indescriptibles. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure que je faisais ce travail avec les énergies, ben, j'ai été aussi moins impactée par l'extérieur. Et à l'heure actuelle, ben, je suis arrivée à un stade où la pluie, ça ne me fait presque plus de mal, sauf quand j'ai vraiment perdu mon enracinement. Mais en fait, ça ne me fait plus de mal. Et ça, c'est juste un truc de fou. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais toujours pas quel est le lien, enfin comment ça se fait que ça ait pu ne plus m'impacter tout ça à ce point-là, mais en fait j'ai véritablement gagné en fait en bien-être au point de ne plus non plus être impacté par l'extérieur, que ce soit des gens, que ce soit la météo ou que ce soit ben, toute influence diverse, même si évidemment ben, disons que je me repose pas sur mes lauriers parce que si à un moment donné ben, je m'avisais de ne plus entretenir mon écologie intérieure, ben, ça ferait que je recommencerais très vite à me décentrer, à me désaligner, à redevenir en fait sensible aux fluctuations. Et donc c'est un peu un travail aussi de tout instant de faire en sorte de préserver son bien-être intérieur et son équilibre. Donc donc voilà, si je parle aussi de tout ça, c'est parce que à l'heure actuelle, donc où je parle, je vois régulièrement des gens autour de moi se sentir mal et croire que, ben, notamment parce qu'ils sont très sensibles aux énergies autour d'eux. Donc comme on est dans un monde qui a beaucoup renié en fait le sens énergétique, ça fait qu'il y a énormément de monde et ça je connais plusieurs personnes autour de moi qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est probablement des personnes qui ressentent les énergies et qui sont absolument convaincues que la solution à leur problème n'existe pas parce que comme à moi on leur a bassiné que les énergies n'existent pas, donc du coup bah, elles ne cherchent pas de solution de ce côté-là,
ou alors elles se maintiennent elles-mêmes dans le mal-être en étant sûres qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes, alors qu'en fait toutes ces solutions elles existent, et que si seulement on arrêtait de juste mais de mentir aux gens en leur faisant croire que les énergies n'existent pas, ben tous ces gens-là pourraient acquérir la clé en tout cas une clé qui pourrait les aider à résoudre leurs problèmes. Je dis pas que c'est la clé qui résoudra tout, mais ça pourrait être d'une grande aide. Alors, c'est pour ça que par pitié, tous ceux qui prétendent que les énergies n'existent pas, mais arrêtez, vous ne vous rendez vraiment, et j'insiste, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point vous faites du mal à des gens en les coupant, en leur reniant leurs propres sensations. Encore une fois, c'est très violent de faire ça, c'est vraiment horrible. Et ça, si on dit ça à un enfant, ben après ça donne un adulte qui ne sait pas ce qu'il est, donc voilà, enfin, s'il vous plaît, ne le faites pas. Enfin, vous avez le droit de ne rien ressentir ou de croire que vous ressentez rien, mais ne reniez pas aux autres leurs propres sensations. Voilà, donc j'ai terminé. Donc voilà pour ma petite histoire. Merci d'avoir suivi jusque-là et à bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée.